Bon, bien, nous allons y aller. Merci, Johan Dalmas et Stéphanie Delclos, de nous avoir préparé cette conférence sur les pseudarthroses du scaphoïde. Je rappelle que toutes ces conférences sont en replay et qu'il y a déjà une conférence sur les fractures du scaphoïde. Donc, c'est la suite. Après la fracture, le traitement. Après le traitement, la pseudarthrose. Donc, on t'écoute. Tu peux démarrer quand tu veux. Bonsoir à tous. Donc, je vous prends un petit topo sur la pseudarthrose du scaphoïde qui va s'articuler donc autour du bilan clinique et d'imagerie, les classifications utilisées en pratique, les différentes techniques chirurgicales existantes ainsi que leurs indications et pour finir, une revue de la littérature récente. En introduction, la pseudarthrose du scaphoïde, selon les séries, se produit dans 5 à 25% des cas après une fracture du scaphoïde, qu'elle soit prise en charge de manière orthopédique par plâtre ou chirurgicalement. Le risque majeur d'une pseudarthrose du scaphoïde non prise en charge est l'évolution vers l'arthrose du poignet, qui dans ce cas bien précis est appelé le SNAC-Wrist pour scaphoïde non-union arthritis collapse, advanced collapse, pardon. Et cette arthrose vient en moyenne dans les 5 à 10 ans après la fracture. Les objectifs de la prise en charge d'une pseudarthrose du scaphoïde sont donc d'obtenir cette consolidation qui a échoué une première fois, d'essayer de réduire le déplacement, de limiter, voire si ce n'est pas possible, ralentir l'évolution vers l'arthrose et essayer de récupérer un maximum de force et de mobilité tout en évitant les douleurs. Qu'entraîne une pseudarthrose du scaphoïde? Cliniquement, ce seront des douleurs, une diminution des amplitudes de mobilité qui sont dues à une modification de la cinématique carpienne avec notamment la bascule dorsale du lunatum qui est appelée le dizzy, une perte de force et donc, comme je l'ai dit depuis le début, une évolution vers l'arthrose qui est appelée le SNAC-Wrist. Les facteurs de risque de pseudarthrose sont multiples. Donc, une fracture qui est déplacée. Pour le scaphoïde, on considère le déplacement au-dessus de 1 mm de décalage, un retard de diagnostic ou une absence de prise en charge. Les fractures du pôle proximal, qui sont les plus à risque avec leur risque d'ostéonécrose. Les fractures verticales obliques qui sont des fractures plus instables et bien évidemment le tabagisme, étant donné que la vascularisation du scaphoïde et notamment de la partie la plus proximale du scaphoïde est très précaire et faite par des artères de petit calibre et la nicotine donc va avoir un effet important néfaste par vasoconstriction. La prise en charge donc inadaptée ou retardée est un facteur de risque également. Ce sont surtout dans ces cas-là que l'on va avoir une évolution d'une fracture vers une pseudarthrose. La plupart de ces facteurs de risque peuvent être évités avec une prise en charge qui sont d'emblée adaptées et avec une éducation du patient, notamment pour le tabac. Donc, quand on voit un patient arriver en consultation pour pseudarthrose du scaphoïde, comme toujours en chirurgie de la main, on évalue donc son côté dominant, son travail, le sport qu'il fait et le tabagisme. On va rechercher l'ancienneté de la fracture initiale. Pourquoi est-ce que c'est important? Car il y a de multiples études qui ont montré que plus le traitement de la pseudarthrose était tardif après la fracture, plus les résultats seraient moins bons. Si le patient avait été traité chirurgicalement, il faut bien s'enquérir de quelle a été la prise en charge précédente. Cliniquement, on va évaluer donc les amplitudes articulaires du poignet, la douleur et la perte de force, ce qui peut être relativement handicapant chez les travailleurs manuels qui, des fois, arrivent en arrêt de travail de manière chronique, voire même en invalidité. Le bilan d'imagerie, j'y viens juste après, va avoir plusieurs objectifs. Ça va être d'évaluer le déplacement, la localisation de la fracture, car selon la localisation n'aura pas forcément la même prise en charge. Évaluer l'ostéolyse, car là aussi, elle va modifier notre prise en charge chirurgicale. Et la vascularisation, c'est-à-dire rechercher une ostéonécrose du pôle proximal.
Donc, en imagerie, on a bien entendu le bilan de base, la radiographie, qui pour le scaphoïde va être 4 incidences, face, profil. On peut éventuellement avoir les 3/4 et les inclinaisons en inclinaison radiale, en inclinaison ulnaire. Ces différentes incidences vont permettre de bien dérouler le scaphoïde pour justement mieux évaluer l'ostéolyse et également le calcul de la perte de hauteur du scaphoïde. Le scanner, qui est de nos jours un élément primordial, il va permettre de mieux préciser la localisation, d'évaluer la résorption osseuse, le déplacement avec la recherche, donc ce qu'on appelle du humpback deformity ou de la déformation dos de chameau. Le scaphoïde, quand il est fracturé et qu'il se déforme, il va se plicaturer et se raccourcir. Et donc, on a sur les coupes sagittales cette déformation qui est dite en dos de chameau. On va rechercher donc une bascule dorsale du lunatome ou d'ISI. Et le scanner va permettre de classifier si ce type de pseudarthrose est plutôt stable ou instable. Éventuellement, on a l'arthroscanner qui permet, quant à lui, de mieux évaluer les surfaces articulaires. Et donc, lorsque l'on a un doute d'emblée sur les radiographies sur une arthrose débutante au niveau du poignet, on peut éventuellement faire d'emblée cet arthroscanner. L'IRM, il a une place notamment pour les pseudarthroses du pôle proximal pour justement évaluer la vascularisation de ce pôle proximal et voir s'il y a une ostéonécrose. Diverses classifications existent. La plus connue est celle que l'on utilise en aigu pour classifier les fractures, c'est la classification de Schoenberg, mais donc, qui est topographique en 6 zones, avec 1, le pôle proximal, 2 et 3, donc c'est la surface sous le radius, 4 et 5, le corps, et 6, le pôle distal. Schoenberg a également ajouté une classification en 4 stades, 1, 2, 3 et 3B, pour évaluer dans quel cadre on se trouve. Et donc, les pseudarthroses sont considérées comme des 3A et des 3B, avec 3, une pseudarthrose simple sans perte osseuse, et une 3B, des pseudarthroses avec ostéolyse. Quand on est dans du récent ou du chronique, c'est les stades 1 et 2. Herbert a fait une classification qui évalue là aussi les différents types de pseudarthrose pour les stades qui sont donc non aigus, lorsque l'on est vraiment sûr du diagnostic. Donc, il y a le stade 1 qui est considéré comme une union fibreuse. C'est quand il n'y a pas de déplacement, pas de résorption, mais qu'on a encore un trait visible. C'est ce qu'il considère comme une union fibreuse, et le pronostic est bon car c'est stable et on peut encore espérer une consolidation. Dans les stades 2 et 3, pour les différencier, c'est s'il y a, oui ou non, une résorption osseuse. Et le stade 4, c'est le stade avec ostéonécrose, qui sont donc les plus instables. Cette classification a un intérêt qui est à la fois pronostique et thérapeutique, car on va le voir, selon le stade où on en est, on n'aura pas les mêmes prises en charge. La classification d'Alno, donc classification aussi française, qui est un petit peu plus compliquée et qui, elle, mêle à la fois la présence ou non d'une pseudarthrose en fonction de sa stabilité et est-ce qu'il y a ou non de l'arthrose surajoutée. Elle est également en 4 stades. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pour la prise en charge, qu'en est-il? Il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que des gens décident d'opérer le patient? Si oui, le fait-on en chirurgie conventionnelle ou en arthroscopie? Si on opère en open, quel abord, palmaire ou dorsal? Doit-on greffer? Si l'on doit greffer, est-ce que l'on prend uniquement de la greffe spongieuse ou de la greffe cortico-spongieuse? Ou doit-on faire un greffon vascularisé? Si l'on prend donc des greffes, il va falloir penser au site donneur, car on a plusieurs possibilités. Cela va avoir des morbidités différentes. Et enfin, quel matériel utiliser? Broche, vis, pas de matériel. Alors, un des traitements les plus simples lorsqu'on a une pseudarthrose du scaphoïde, c'est le vissage percutané sans greffe.
plus ou moins associé maintenant au débridement sous arthroscopie. Donc, il peut être utilisé soit dans les unions fibreuses, soit dans les pseudarthroses stables. Donc, ce sont pour les retards de consolidation, les formes qui sont peu déplacées et sans résorption osseuse, et plutôt dans les zones localisées au niveau du corps. Pourquoi? Parce que donc, vu que l'on veut uniquement faire un vissage sans apport d'os, il faut donc qu'il n'y ait pas de résorption et que la fracture ait encore une chance de consolider, parce que justement le manque de stabilité, le manque de compression peut être une des causes d'échec, et les vis que l'on utilise, donc nous dans le service, les vis SBI, donc qui sont des vis à filetage court, vont justement avoir pour grand intérêt, lorsqu'elles sont bien positionnées, de mettre en compression les deux fragments. On n'utilise pas cette intervention donc, pour le pôle proximal, car l'on ne va pas avoir une bonne tenue, et quand la pseudarthrose est instable ou avec une très grande déformation, vu que l'on va être obligé de mettre de la greffe. Lorsque l'on pose la bonne indication pour cette intervention, il y a des très bons résultats qui, dans les séries, avoisinent les 100%. On peut faire donc cette même intervention d'ostéosynthèse en ajoutant du greffon spongieux. Ça va être utilisé plutôt pour les pseudarthroses qui sont instables mais avec une faible résorption osseuse. Ce greffon spongieux, par facilité, va plutôt être pris en local au niveau de la face dorsale du radius par un mini abord, voire certains le font avec un trocar de biopsie ostéomédulaire. L'intervention peut se faire donc soit par chirurgie conventionnelle, soit, comme je vous l'ai montré sur ces photos, sous arthroscopie, où on vient donc par un abord médiocarpien. Par arthroscopie, on vient voir le foyer de fracture, on place notre palpeur dans le foyer, on avive le foyer de pseudarthrose, on le remet à niveau, on vient avec notre trocar de biopsie ostéomédulaire venir mettre dans le foyer la carotte, là où les carottes d'os qui ont été prélevées, et on vient maintenir le montage, soit par des broches, soit par des vis. Quand utiliser des vis, quand utiliser des broches, la question est encore débattue et a priori toutes les équipes ne sont pas d'accord. Ce qui est plutôt universellement reconnu, c'est que pour les fractures du pôle proximal, donc les Schoenberg 1 et 2, on va plutôt mettre des broches, donc plusieurs broches, pour mieux maintenir le foyer, et voire même quand c'est très proximal, on peut être amené à mettre des broches qui sont scapholulaires. Et les vis donc, en compression sont bien pour le corps. Phase encore d'après, la greffe spongieuse seule n'est pas suffisante, on a besoin d'ajouter aussi de la corticale. Donc, c'est les greffons cortico-spongieux qui vont être utilisés pour les pseudarthroses instables avec une résorption osseuse importante, ou justement une plicature du scaphoïde ou une perte importante de la longueur. C'est justement cet ajout de la corticale qui va permettre de corriger cela en lui redonnant la bonne version et la longueur. Dans les greffons cortico-spongieux, ça va être la suite de l'exposé. Il y a plusieurs types. Il va y avoir les greffons cortico-spongieux non vascularisés et les greffons spongieux vascularisés, libres ou pédiculés. Un des traitements les plus historiques, donc, c'est le greffon cortico-spongieux selon Mathyrus. Donc, on fait un abord palmaire au niveau du scaphoïde, ou pareil, débridement et avivement du foyer. Le but de cette technique est de mettre un greffon cortico-spongieux qui est autostable, c'est-à-dire, on le voit comme c'est marqué ici, donc il faut encore qu'on ait dans notre foyer des corticales encore présentes sur les bords, parce qu'on va faire un sarcophage. Donc, on va faire une tranchée dans le scaphoïde et on va venir impacter un greffon cortico-spongieux, donc, qui est le plus souvent pris au niveau de la crête iliaque et qui est autostable. Mathyrus l'avait décrit sans broche initialement. Après, par la suite, ça a été modifié. On peut éventuellement stabiliser cette greffe par l'ajout de broches. Les taux de consolidation moyens dans la littérature sont de 80%.
Et les échecs sont notamment décrits dans les ostéonécroses du pôle proximal, où d'ailleurs on peut penser que ce n'est pas non plus l'indication idéale. L'autre alternative au matyrus, c'est la greffe corticospongieuse selon Fitz-Fernandez. Alors, comparativement au matyrus, c'est que l'on va mettre cette fois-ci un greffon corticospongieux qui est trapézoïdal, qui est aussi pris au niveau de la crête iliaque et qui va plutôt être utilisé quand on a une perte de substance qui est plus importante ou justement un manque de substance sur les corticales et où on ne va pas pouvoir mettre longitudinalement notre greffe comme elle est faite dans le matyrus. Où donc là, ça nécessite d'essayer de calculer en préopératoire la taille du greffon. L'abord est également palmaire. Le but, donc, ça va être avec l'aide de broches, comme c'est montré ici, on peut mettre des broches joystick pour venir régler la version et la longueur de notre scaphoïde. On retaille, on incorpore notre greffon corticospongieux et on le fixe avec une vis en compression. Les taux de consolidation moyens donc, sont d'environ 85%. Alors, doit-on faire une greffe spongieuse ou corticospongieuse? Si on regarde, les résultats sont quasi similaires sur la consolidation. En termes de récupération fonctionnelle, il y a un avantage qui est minime pour le corticospongieux, mais ces différences ne sont pas pertinentes cliniquement avec des modifications qui sont de l'ordre de 5 degrés. Si on regarde la rapidité de consolidation, les greffes spongieuses seules consolident plus vite, avec donc un peu plus d'un mois de différence. Par contre, donc, la correction du déplacement lorsqu'il y a un déplacement important est bien meilleure avec les greffes corticospongieuses qui sont plus résistantes. La greffe spongieuse seule est possible si on a un stock osseux qui est suffisant et que l'on peut assurer avec notre montage une certaine rigidité, une stabilité. Si on ne peut pas l'assurer, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux monter un tout petit peu en échelle d'escalade thérapeutique, mais faire une greffe corticospongieuse. Étape de difficulté et de morbidité supplémentaire, ce sont les greffons vascularisés. Donc, eux, ils sont indiqués dans 3 principaux cas. Donc, la pseudarthrose avec une ostéonécrose du pôle proximal. Des études anciennes montrent que dans ces cas de nécrose, les greffons non vascularisés ont un mauvais taux de consolidation qui est de même pas 50%, alors qu'avec une greffe vascularisée, on approche les 90%. Ils peuvent également avoir une indication quand il y a eu déjà un échec de cure de pseudarthrose avec une greffe uniquement spongieuse ou corticospongieuse, ou dans les pseudarthroses instables avec une résorption osseuse importante. Il y a donc, comme sur les lambeaux, 2 types de greffons vascularisés, les pédiculés, c'est-à-dire qui vont être pris dans une zone locale, soit les libres qui vont être pris à distance. Leur intérêt des greffons libres, ils vont être donc, j'y viens, ils sont pris soit dans la crête iliaque, soit au niveau du condyle fémoral. Ils permettent de prendre un plus gros greffon, mais bien entendu, ils sont plus compliqués pour le chirurgien et ont une morbidité plus importante pour le patient. Or, dans les greffons pédiculés, on a le greffon de Zeidenberg qui est pris aux dépens du radius et qui est pris sur l'artère du processus styloïdien radial. Donc, l'abord, il est dorsal. On va aller repérer donc entre le premier et le deuxième compartiment. Et on va aller repérer donc la fine artère que l'on voit ici, qui vascularise donc la styloïde radiale. Et on va donc aller jusqu'au radius, regarder quelle zone du radius elle vascularise, et on va pouvoir donc prélever ce fragment qui va être déplacé jusque dans le foyer de pseudarthrose. L'autre greffon utilisé en greffon vascularisé, c'est le greffon de Kuhlmann qui, lui, se fait par abord palmaire
et qui est basé sur l'artère transverse antérieure du carpe, qui est une branche de l'artère radiale. On la voit sur ce schéma. Donc, c'est sur la partie la plus antéro-ulnaire du radius. Et donc, pareil, par un effet de rotation, on va pouvoir faire déplacer le fragment osseux. Dans les greffons libres, donc on a le greffon vascularisé du condyle fémoral médial qui lui est basé sur la branche descendante géniculée médiale qui est issue de l'artère fémorale superficielle. Donc le patient, il faut qu'on champe donc bien entendu et la main et le membre inférieur. On repère les reliefs osseux au niveau du fémur et on vient dessiner à peu près le trajet de l'artère, donc qui est à la face postérieure du fémur. L'artère donc est de plus gros calibre que ce qu'elles ne sont au niveau du radius, et donc pour aller ensuite la brancher, donc on va aller sectionner l'artère après avoir calculé une distance suffisante pour faire notre branchement, et ensuite sous microscope on vient faire une anastomose termino-latérale, idéalement sur l'artère radiale, ou si ce n'est pas envisageable, une termino-terminale. Mais si on fait une termino-terminale, ça veut dire que l'on est obligé ensuite de sacrifier la partie distale de la radiale. Donc, il faut quand même privilégier la termino-latérale. Le taux de consolidation sont très bons et selon les études, s'échelonnent entre 70 à 100% de consolidation. Dernière possibilité, la crête iliaque vascularisée. Donc, celui-ci, c'est un abord que l'on connaît tous, vu qu'on va tous prendre des greffons corticospongieux de crête iliaque, sauf que cette fois-ci, avant de prendre l'os, il faut aller repérer donc le pédicule circonflexe iliaque profond qui, à partir de celui-ci, donne des branches qui vont aller directement sur la crête. Et à ce moment-là, donc, cette petite branche qui s'appelle la branche ascendante, on va aller récupérer donc un greffon corticospongieux tout autour de cette branche. Et là aussi, donc, le branchement après se fait sur l'artère radiale. Donc, quand utiliser le greffon vascularisé, j'ai trouvé cette étude qui faisait une synthèse un petit peu rapide. Donc, eux, dans cette étude, pour leur arbre thérapeutique, leur arbre de décision, ils regardaient y a-t-il une nécrose, oui, non, et y a-t-il une déformation d'eau de chameau du scaphoïde. S'il n'y a ni nécrose ni déformation importante, donc ils disent qu'il faut juste faire une fixation rigide, la greffe n'est même pas obligatoire. Si l'on a une bascule du scaphoïde, il faut une fixation et apporter de l'os, donc structural ou non structural, c'est-à-dire juste de la spongieuse ou de la corticospongieuse, et on réserve nos greffons vascularisés pour les cas de nécrose avasculaire. Et particulièrement donc la question pour est-ce que l'on doit faire un libre, il disait que le libre était plutôt indiqué quand on avait à la fois et une nécrose et un collapsus scaphoïdien. Si l'on compare les différents greffons vascularisés, donc entre le condyle fémoral ou le Zeidenberg, le condyle fémoral a une consolidation qui est bien plus importante et surtout plus précoce. Quand on regarde, que ce soit l'un ou l'autre, les temps de consolidation sont quand même longs pour du membre supérieur, vu que c'est entre 3 et 5 mois. Et c'est surtout le stock osseux qui va nous guider, vu que le greffon pris aux dépens du fémur et quand on a une perte de substance importante. Il faut aussi connaître ses limites et chirurgicales et la connaissance et l'expérience du chirurgien, car les greffons libres donc, nécessitent un temps opératoire qui est beaucoup plus long et pour le patient, il y a une morbidité qui est quand même plus importante vu qu'il y a un autre site chirurgical et surtout après un geste sur l'artère radiale. Il y a une étude là qui comparait les greffons fémoraux versus les greffons de crête iliaque avec là aussi
des résultats qui sont meilleurs pour les greffons issus du condyle fémoral, avec là encore 100% de consolidation versus 90% pour la crête iliaque. Si l'on reste sur un greffon pédiculé au niveau du radius et que l'on a un collapsus important, le greffon de Kuhlmann va être plus intéressant vu que souvent le scaphoïde se plicature en antérieur et on doit redonner de la longueur justement en antérieur et donc le greffon de Kuhlmann qui est antérieur va être plus à même de corriger cette déformation comparativement au Zeidenberg qui est dorsal. Qu'en est-il de l'arthroscopie? Donc, la technique de l'arthroscopie, je vous l'ai brièvement décrite tout à l'heure. Curetage et avivement, greffe spongieuse aux dépens du radius qui est mise en place à l'aide du trocar de biopsie sous contrôle arthro et synthèse par broche ou vissale. Il y a eu plusieurs études qui sortent depuis 2015 dans la littérature et qui étaient à chaque fois des petites séries, mais qui montraient que ces greffes sous arthro donnaient des résultats qui avaient l'air d'être similaires aux greffons vascularisés. C'est pourquoi il y a un groupe de chirurgiens français qui ont fait un symposium SFA qui a été présenté donc cette année à Genève. Et ils avaient émis comme hypothèse que l'arthroscopie donnait des résultats similaires avec une bien moindre morbidité dans la prise en charge donc, de ces pseudarthroses du scaphoïde. Je vais vous faire un rapide résumé du symposium. Donc, ils avaient inclus 77 patients sur 10 centres. Ils ont obtenu 94% de consolidation à 6 mois avec une moyenne de consolidation qui était de 3 mois et demi. Les patients étaient améliorés au niveau donc d'une baisse importante des douleurs et une amélioration des scores fonctionnels, mais il n'y avait pas de franche amélioration ni de la force ni des amplitudes. Parce que souvent, les pseudarthroses du scaphoïde sont douloureuses, mais restent quand même bien tolérées avec des amplitudes qui sont fonctionnelles. Étant donné que la greffe apportée est uniquement de la greffe spongieuse, la bascule du scaphoïde était généralement non corrigée et ils ont fait une analyse après multivariée pour essayer de retrouver des facteurs de risque de non-consolidation et à leur grande surprise, ils n'en ont retrouvé aucun. Ils pensaient que le tabac allait, comme dans toutes les études jusqu'à présent, être retrouvé comme un facteur de non-consolidation. Mais là, même dans leurs patients tabagiques, ils avaient obtenu 90% de consolidation. Ils ont expliqué ça dans le symposium par le fait que justement, il y avait, grâce à l'arthroscopie, une moindre dévascularisation et que donc l'effet néfaste du tabac était un petit peu minimisé. Ils ont profité également de ce symposium pour établir une nouvelle classification des pseudarthroses qu'ils ont appelée la classification SABA et qui, pour eux, servait à poser l'indication. Alors, ils ont gardé comme d'habitude la classification donc, topographique de Schoenberg de 1 à 6 et ensuite, ils ont ajouté 3 facteurs. A pour arthrose, donc 0, pas d'arthrose, 1, une arthrose débutante, donc stylo-scaphoïdienne, 2, une arthrose radioscaphoïdienne et 3, une arthrose médio-carpienne. 4 pour bleeding, B pour bleeding, ça ils le posent en péropératoire une fois qu'ils ont gratté le foyer de pseudarthrose. Est-ce qu'il y a un saignement ou non? Donc 0, il y a un saignement, 1, il n'y a pas de saignement. Et ensuite, A pour angulation. Et donc ça, c'était ce que le scaphoïde est plicaturé. Et eux, dans le symposium, ils disaient que la technique est indiquée pour les pseudarthroses de stade 1 à 5, donc 1 à 4, pardon. Donc si on avait une arthrose généralement stade 3, c'était plutôt à éviter. Et bien entendu, cette technique a utilisé chez un patient compliant, car dans les suites opératoires, il y avait 3 mois d'immobilisation par plâtre. Donc, quand on regarde dans la littérature les facteurs de mauvais pronostic lorsqu'on fait une cure de pseudarthrose du scaphoïde, donc hormis le symposium, il y a le tabac, ensuite il y a la multiplicité des antécédents chirurgicaux et la zone du pôle proximal, d'autant plus quand il y avait une ostéonécrose, et enfin l'ancienneté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand la prise en charge est faite dans l'année qui suit la fracture, il y a une moyenne de 90%
de consolidation dans cette méta-analyse, alors que quand l'on opère des patients à plus de 3 ans même à partir d'1 an, pardon, plus d'1 an, on tombe à des scores qui sont de 80%. En conclusion, la prise en charge doit être, si possible, le plus précoce possible. Pour les pseudarthroses du scaphoïde stables ou peu déplacées avec une faible perte de substance osseuse, on privilégie l'ostéosynthèse auquel on ajoute une greffe. L'arthroscopie donc a montré son intérêt avec de très bons résultats et une morbidité qui est moindre. Et pour les pseudarthroses donc instables ou déplacées, il faut utiliser une greffe non vascularisée, spongieuse ou corticospongieuse. Et dans les cas donc d'échec de cure de pseudarthrose ou de nécrose, on va devoir se porter sur les intentions plus difficiles que sont les greffes vascularisées, libres ou pédiculées selon les cas. Je vous remercie. Bravo, merci pour cette présentation didactique et complète. Moi, je vais te poser 2-3 questions, puis je vais laisser Stéphanie, si elle est là, et Michel Rongière animer le débat qui va être peut-être animé. Moi, j'ai des questions toutes simples. Est-ce que des clichés dynamiques, ça sert à quelque chose quand on est au stade de pseudarthrose? Alors, on fait les clichés entre guillemets en inclinaison, mais les scopies dynamiques, je n'en ai en tout cas jamais vu dans le service. C'est vrai que maintenant on fait. Oui, c'est vrai que je ne vois pas trop l'intérêt non plus des clichés dynamiques pour une pseudarthrose, en tout cas, puisqu'on va rapidement aller vers le scanner. Sur le profil, on va déjà voir si le scaphoïde est plicaturé ou non. On va voir sur la radio de profil aussi s'il y a déjà une bascule du lunatum. Et le scanner va donc préciser tout ça facilement. Ce que tu appelles dos de chameau, c'est la fracture flexion de Fick. C'est la bascule et l'applicature du scaphoïde, la humpback deformity. Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui fume? Tu ne l'opères que s'il arrête de fumer, tant pis, il fume et puis tu le notes. Parce que tu sais que pour les pseudarthroses, c'est le tabac pendant les 3 premières semaines. Ce n'est pas les antécédents de tabac qui comptent, c'est le fait d'avoir fumé pendant les 3 premières semaines après la fracture. Donc, est-ce que quand quelqu'un a une fracture du scaphoïde, pas forcément au stade de pseudarthrose, tu leur dis qu'il ne faut pas fumer? Alors, c'est vrai qu'en consultation, on les prévient. Enfin, moi, je sais que personnellement, on les prévient d'emblée qu'il faut à tout prix arrêter de fumer parce qu'ils sont à risque de pseudarthrose. Et pour les pseudarthroses, toi, Stéphanie, je ne sais pas si tu les opères pas du tout ou pas, mais c'est vrai qu'on leur demande d'arrêter. Alors, moi, je leur demande bien sûr toujours s'ils fument ou s'ils ne fument pas, mais c'est vrai que je leur dis d'arrêter de fumer. Mais je ne conditionne pas la chirurgie à l'arrêt du tabac. D'accord. À la différence peut-être des plasticiens qui sont très, très fermés là-dessus. Oui, tu ne peux pas les laisser avec la pseudarthrose, mais ça serait bien qu'ils arrêtent. Et puis juste, moi, j'ai réussi à faire consolider quelques pseudarthroses, alors sans doute stade 1 et 2 d'Herbert, avec de la moelle concentrée. Alors peut-être que ça pourrait marcher au stade de retard de consolidation, quand on pense que ça va mal finir, ou systématiquement dans les fractures les plus à risque, mais ça marche. Je les ai fait consolider sans ostéosynthèse, uniquement avec une injection de moelle. J'ai 3-4 cas comme ça. Michel, à toi la parole. Oui, putain, ça y est. Ah. Oui, je suis dans la salle de réunion. Oui, c'est parce qu'il va y avoir des micros. C'était en Zoom. Je ne savais pas. Vous m'entendez? On t'entend. Je ne savais pas du tout que c'était en Zoom, donc je suis venu en salle. Je trouvais que ça aurait été sympa de revoir tout le monde. Et vous êtes nombreux dans cette salle ou tu es tout seul? On est deux, 3 internes. Bon, parce qu'ils me disent toujours qu'ils sont une quinzaine dans la salle, mais tu vois, tu as bien fait d'y aller pour me le dire. Oui, mais ils sont branchés en Zoom, puisque c'est en Zoom, je ne savais pas. Je voulais féliciter Johan, ça ne me surprend pas, la qualité de son travail. Bien évidemment, je ne pouvais pas manquer ça. J'ai une petite correction d'emblée. Humpback, ça ne veut pas dire dos de chameau, ça veut dire bossu, gibbosité, ça veut dire, en fait. Et c'est un truc qui a été décrit, le humpback deformity, par Lynchite, un article qui a été publié en 88 quand j'y suis allé là-bas. À la fin aussi, j'y pense parce que après je vais oublier. C'est l'âge, tu sais. Et à la fin, tu parles rapidement du symposium de la SFA. OK?
Et après, tu donnes des statistiques. À moins que tu aies glissé un article et que ça m'a échappé, tu parles de méta-analyse. Oui, pardon. Une étude multicentrique avec 70 cas, ce n'est pas une méta-analyse. Alors, pardon, Voilà. le symposium SFA, c'était une étude multicentrique. Et après, par contre, quand j'ai reparlé des facteurs de mauvais pronostic dans ma conclusion, c'était sur une méta-analyse. Ah, C'était d'accord. plus le Je n'ai symposium. pas percuté ça, d'accord. Non, c'est moi qui n'ai pas été clair. Voilà, fait, dans la continuité. Voilà. Il y a une chose que je trouvais intéressante dans ta description, ce qu'il faut faire, pas faire, les études. Moi, tu sais, j'étais très partisan de la greffe corticospongieuse que j'avais apprise à faire correctement. Le traitement de Fils-Fernandez, c'était souvent un greffon corticospongieux en croix. Le but, c'était pour des greffes que tu pouvais encastrer plus ou moins ou interposer. C'était vraiment, effectivement, comme tu l'as dit, pour corriger une plicature antérieure du scaphoïde. Ça, c'est important. Et celle-ci, comme elle n'est pas autostable, doit être automatiquement stabilisée par des broches. Voilà. Le deuxième point, c'est que les greffes pédiculées, ça m'a toujours fait rigoler, ça. Je me souviens d'un patient qui avait été mal évalué, je pense, par un interne débutant aux urgences, comme une fracture du scaphoïde déplacée, qu'il fallait opérer. En fait, c'était une fracture qui datait de plus d'1 an et demi, c'était une pseudarthrose. Et j'ai donc transformé l'intervention de vissage en une greffe pédiculée d'emblée de type Kuhlmann, matoulinisée ensuite. Il a bougé parce qu'il était alcoolisé, l'artère s'est arrachée et il a consolidé parfaitement en 10 mois, en 10 semaines. Donc, tu vois, l'artère a pété. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait nous permettre de prouver que ces greffes pédiculées marchaient parce qu'il y avait une petite artériole quand tu sais comment ça marche. Parce que si tu lâches le garrot en intermédiaire, si tu as envie, ça saignote plus ou moins bien. Mais enfin bon, on considère que le problème, c'est que quand tu as une ostéonécrose aussi du scaphoïde, ce sont surtout des pôles proximales de type 1 de Schoenberg, des tout petits morceaux. Il n'y a aucune vraie technique qui peut guérir ça. D'accord ? Tu as un pôle blanc, comme c'est obligatoire pour un pôle proximal, il blanchit toujours. Ça ne veut pas dire qu'il y a une ostéonécrose. Et à ce moment-là, il faut essayer de faire un vissage avec des mini-vis de 1,5. C'est pourquoi j'ai essayé dans le service, quand j'y étais, d'expliquer qu'il fallait toujours visser d'emblée en proximodistal, de dorsal à ventral, toutes les fractures proximales de type 1 et 2 de Schoenberg. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que quand on a une vraie nécrose en plus fragmentée, alors là, c'est une catastrophe. de manière voilà, les billes, les mecs, ils mettent des billes, des trucs, etc. Alors que l'arthrose d'une pseudarthrose scaphoïdienne, elle est toujours stylo-scaphoïdienne distale et pas proximale. Voilà. Sinon, c'est très complet ce que tu as fait, c'est très bien. J'espère que tu es d'accord avec moi et les collègues aussi que prendre un greffon libre fémoral, c'est cher payé. Ouais, c'est vrai que ça me paraît hyper agressif. Les conséquences sont terribles, quoi. Autant il y a des cas où c'est sûrement très intéressant. Le greffon iliaque, peut-être plus parce que c'est moins dangereux, c'est moins complexe. Mais là, franchement, puis les inégalités de diamètre après pour les sutures, c'est terrible. En tout cas, bravo. D'autres questions ? Stéphanie, tu veux faire des remarques ? Oui, du coup, tu disais que finalement, l'arthroscopie, c'était presque, même pour des pseudarthroses finalement assez complexes, ben, ça donnait des meilleurs résultats presque que les greffes vascularisées. J'y avais assisté du coup au symposium et c'est vrai qu'eux, ils l'avaient présenté en tout cas comme ils avaient dit ce symposium, il révolutionne la chirurgie du scaphoïde parce que là, on a vraiment des excellents résultats. Ils avaient vraiment pris... alors, de mémoire, il me semble qu'ils n'avaient pas pris les pôles proximaux. C'est ce que j'allais te demander, ils avaient exclu les nécroses du pôle proximaux.
Mais justement, Oui. il disait que c'était… Alors après, tu vois, c'est quand même très critiquable parce que les greffes vascularisées, pour ma part, je ne les fais que sur les pseudarthroses du pôle proximal. Alors eux, si tu les exclus, du coup, c'est… il disait plutôt que c'était pour éviter on va dire, la classique Fitz-Fernandez. Il disait ça Mmh. évite l'abord au niveau de la crête iliaque, de prendre la crête iliaque où Mmh. ils vont s'en plaindre pendant 6 mois. Et D'accord. Oui, donc d'accord, c'était sur des pseudarthroses complexes, mais corporéales plutôt. oui. Quand tu veux, Et tu es ce ton qui chemin, paraissait étonnant, ouais, c'est qu'il tu as disait que laissé plein de justement, greffes. bon, on va dire, il n'y a pas un recul de plusieurs Je années, pense vu que qu'ils pas l'ont ça. fait, c'était les patients opérés de 2019 à Ils ont 2020, mal donc ils ont plus ici que là. un an ou deux de recul. Voilà, il disait qu'il ne corrigeait pas justement forcément l'applicature. Oui, alors ça, moi j'avais fait une étude, c'est vrai que la dorsiflexion du semi-lunaire n'est pas forcément en elle-même isolée iatrogène. Hein. Enfin, elle n'induit pas forcément une arthrose. Je ne sais pas si M. Rongère est d'accord sur ça. J'avais fait une thèse sur les SLAC et les SNAC, là, et qu'on ait corrigé ou non la dorsiflexion du semi-lunaire, le DISI, ben, ça n'avait pas d'incidence. Hein. Non, ça n'a pas d'incidence. Le problème, c'est quand tu n'as pas une arthrose évoluée, il faut faire autre chose. Hein. Mais Bien sûr. il faut, ce qui a été démontré, alors ça fait déjà plusieurs années par je crois que c'était Dominique Sassoon, ou Kopilov, mais je crois que c'est Sassoon, qui avait montré qu'il ne fallait pas forcer la réduction d'un DISI, donc c'est-à-dire corriger toute la première rangée, parce que le carpe s'est adapté. Parce qu'on est en présence, quant à ce genre de choses, d'un carpe adaptatif. Et si on a un carpe adaptatif qui n'est pas, ça c'était l'équipe de Montpellier qui avait démontré ça, quand on a un carpe adaptatif non arthrosique, il faut le laisser tranquille. Voilà. Et quand on corrige l'umbac, quand on veut interposer un greffon antérieur avant avec le joystick, comme il disait là, Johan, à ce moment-là, il faut que ça reste souple. Sinon, on va créer des problèmes. Voilà. Tu as entendu? Oui, oui, on a très bien entendu. Et dis-moi, quand on a une Très, très bien. luxation transcapho-lunaire du carpe, c'est le risque de pseudarthrose est plus grand? Il y a plus d'instabilité, sa pseudarthrose, ou ce n'est pas un facteur de risque? Je ne sais pas à qui tu À veux. tout le monde, parce que moi, je fais du membre inférieur, mais Ben, on va laisser si je faisais du répondre. membre supérieur, je me poserais la question. On va laisser répondre Johan et Stéphanie. Je vous avoue que je n'ai pas vu spécialement d'articles qui comparaient l'un à l'autre. Après, je me dis que justement sur les fractures, enfin les transcapho rétrourinaires du carpe, généralement c'est une prise en charge qui est adaptée vu qu'on les prend en charge rapidement, en urgence et qui sont synthésés quoi qu'il arrive. Donc, oui. on va dire j'aurais plus tendance à dire que c'est pas un Ce que tu es en spécifique. train de dire, c'est que les plus graves sont bien traités et les autres ne consolident pas parce qu'on les a un peu négligés. Les C'est patients souvent des vrai en fractures médecine, du c'est souvent vrai en scaphoïde. médecine, ça. Mais tu vois, j'ai eu raison de laisser parler Johan, comme quoi les élèves ont grandi. C'est exactement la réponse. On les opère par voie postérieure, donc on n'est pas agressif sur la vascularisation. On réduit l'ensemble, on vérifie les ligaments triquetrolunaires qui sont toujours touchés, si c'est vraiment une transcapho rétro, sans autres lésions associées. Et à ce moment-là, on met une vis proximo-distale. On réduit parfaitement la fracture du scaphoïde, on vérifie, on avertit le patient parce qu'on fait un bilan cartilagineux, il peut y avoir quelque chose qui aurait pu provoquer un Fenton mais qui n'a pas provoqué, on voit la tête du capitatum, dans quel état elle se trouve, et on a un bilan des lésions et on stabilise bien. Ça, c'est une chose très importante. Il y a aussi une autre notion, puisque tu parlais de ces luxations. Dans les luxations du lunatome, d'accord? On pourrait se dire le lunatome est éjecté, même dans les stades 4, où tous les freins lâchent, il n'y a pas de nécrose du lunatome. Bizarre quand même. Et moi, j'avais travaillé à une époque sur les luxations du talus.
je me suis intéressé aussi au membre pelvien, comme tu le vois, tu le sais, et il n'y a pas de nécrose. C'est bizarre quand même. Mais là, ce qu'il a dit sur le scaphoïde, c'est que l'ostéosynthèse est faite, le patient est traité en urgence. Par contre, si la lésion, comme ça arrive malheureusement souvent, n'est pas vue, est mal suivie dans un endroit ailleurs qu'un centre ou est négligée, ou qu'il n'y a pas de douleur de type crucifixion, etc., qui est surtout dans les luxations du niatome, enfin, là, par contre, c'est emmerdant parce que le déplacement dans une luxation transscapho-périlunaire, le déplacement du scaphoïde est énorme. D'autres questions? On a fait le tour? Pas de remords? Eh bien, bravo pour cette présentation. Ouais, bravo. Ce qui s'est arrivé en retard, c'est filmé normalement et vous l'aurez en ligne d'ici 1 heure. Merci à tous. C'est une dernière, il nous en reste 2. Je crois une semaine prochaine et on terminera avec les ruptures de tendon d'Achille. À bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.